Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niwa d'Info. Soudan, l'armée a enregistré dernièrement des avancées à Khartoum et à Jabal Mouya, lieu stratégique sur le chemin de Khartoum, et la ville d'El Chafer est toujours sur le coup de bombardements des paramilitaires de forces de soutien rapide FSR. Des bombardements y ont fait une vingtaine de morts parmi les civils et des dizaines de blessés depuis le début de cette semaine. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. La guerre déclarée depuis avril 2023 entre SFR du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto le pays, ne cesse donc d'empirer. Tout à fait. Il faut dire qu'on est en face d'une opération actuellement de l'armée côté général qui est le président de la République, parce qu'on ne sait plus qui il faut appeler armée dans ça. Il faut rappeler d'abord que pendant même que le président El-Béchir était là, il y avait l'armée soudanaise qui était là. Il y avait cette force également qu'on appelle les forces de soutien rapide qui étaient là. Et ça a toujours posé un problème où, à un certain moment, il se disait que ces forces de soutien rapide qui semblaient être un peu une armée à part, il fallait les intégrer au niveau de l'armée. Mais il faut le dire clairement, le président El-Béchir lui-même n'avait pas totalement confiance à son armée et avait un soutien important de la part de ces FSR-là. C'est ce même phénomène qui a continué quand le président a chuté. Ça s'est aggravé quand maintenant il fallait rendre le pouvoir aux civils. Il fallait faire une seule armée. Ils n'ont rien voulu comprendre. Mais ça fait que vous avez deux entités qui, même si elles ne s'affrontaient pas, se méfiaient l'un par rapport à l'autre, et c'est comme si elle se préparait éventuellement à un affrontement, et c'est pourquoi vous avez une guerre qui prend une ampleur qui surprend, parce que les gens se disaient parfois qu'ils n'auront pas les moyens de faire une guerre de façon aussi longue, alors que la guerre est là depuis le 15 avril, et elle reprend de plus belle avec l'offensive actuellement des forces armées soudanaises avec le général Burhan. Pour encore mieux comprendre, Diouf, est-ce que la création des FSR a un lien avec la guerre au Darfour? Oui, il y a un lien, puisque d'ailleurs le général Burhan et ses partisans l'utilisent en disant non, on ne va pas négocier avec les forces de soutien rapide, puisqu'ils ont fait des exactions au niveau du Darfour. Il y a la CPI qui est mêlée à cette affaire-là, mais absolument rien n'est fait par rapport à eux sur ce plan-là. Ils ont vraiment fait des exactions au niveau du Darfour. C'est eux qui étaient là-bas également comme des supplétifs de l'armée soudanaise. Et comme ils le font pendant cette guerre, mais ils ont fait des choses totalement contraires aux principes élémentaires en matière de droits de l'homme. Le pouvoir en place en profite pour les dénoncer, alors que ils étaient ensemble dans la guerre au niveau du Darfour, au niveau du Nil Bleu également. Et ces derniers mois, l'armée a repris Jebel Mouya, une des villes, en tout cas considérées de stratégiques. Mais quels sont les atouts? Il y a deux choses ici. La première chose, c'est que pendant un temps, les gens commençaient à s'inquiéter parce que les forces de soutien rapide prenaient l'initiative et ils occupent actuellement au moins la moitié du territoire soudanais. En plus, ils étaient bien positionnés au niveau de la capitale, au niveau de Khartoum et de ses environs, au niveau de Omdurman, etc. À un certain moment, les gens avaient commencé à se dire, attendez, il faut s'attendre à un autre Soudan, c'est ces gens qui risquent de conquérir le pays progressivement. L'armée a dû se préparer pour faire une offensive et reprendre une partie de Khartoum, où on a vu même des populations revenir dans les maisons en se sentant un peu plus en sécurité. Mais on est encore loin de la fin de cette guerre si on reste dans cette logique de l'affrontement, parce que des deux côtés, malheureusement, il y a du matériel. Des deux côtés, il y a des soutiens à l'intérieur du pays. Des deux côtés aussi, il y a des soutiens à l'étranger qui sont intéressés par ce conflit. Lors de la 79e sommet Assemblée générale des Nations Unies, des dirigeants, dans leur discours à la tribune, ont appelé à des actions pour que des solutions soient trouvées à des conflits dans le monde, notamment au Soudan. Mais est-ce que le Conseil de sécurité actuel est approprié aux défis sécuritaires de l'heure? Malheureusement, le Conseil de sécurité n'est presque plus approprié à rien parce qu'il est handicapé de l'intérieur. Si vous prenez le cas du Soudan, au niveau des FSR, vous avez la Russie à travers Wagner.
au niveau des forces armées soudanaises avec le général Burhan, vous avez les États-Unis. 2 membres au niveau du Conseil de sécurité. Et ce n'est pas les seuls, parce que vous avez, à côté des États-Unis, vous avez l'Arabie Saoudite, à côté de la Russie, vous avez les Émirats Arabes Unis. Donc, vous avez d'autres pays qui sont impliqués dans cette guerre avec des enjeux qui n'ont rien à voir avec les enjeux du Soudan en tant que tel. Pourtant, le rôle des Nations Unies, c'est d'éviter les conflits. Et quand il y a des conflits, c'est de mettre en place des procédures pour permettre de régler ce conflit par le dialogue. Il y a eu des tentatives de dialogue avec ce conflit. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont essayé, l'Égypte a essayé, l'Union africaine, l'IGAD, etc. Mais toutes ces tentatives ont échoué parce que vous avez quand même ce caractère extraordinaire aujourd'hui entre les 2 belligérants. Chacun d'eux est inflexible. Comme si c'est lui qui a totalement raison et l'autre a totalement tort. On est presque dans une logique d'élimination de l'autre. Quand vous voulez faire un dialogue dans ces conditions, vous voyez comment c'est extrêmement difficile de dialoguer avec des gens qui ont des positions aussi tranchées, aussi bien sur la question du Soudan que sur celui qui est considéré comme étant l'adversaire. C'est vrai, il y a un groupe de société civile qui essaye de faire quelque chose, qu'on essaye d'impliquer pour trouver ce qu'on appelle une 3e voie quand on se rend compte qu'on ne peut pas rapprocher les 2 camps. Une société civile également qui réagit loin du territoire soudanais, depuis Nairobi au Kenya. Et justement, quelle influence peut avoir cette voie sur la gestion même du conflit? Mais en fait, c'est cette voie qui devrait être la solution. Parce qu'il faut qu'on rappelle qu'au Soudan, cette société civile, en particulier les forces pour la liberté et le changement, c'est eux qui ont porté les contestations contre le président soudanais. Ils avaient même réussi à l'époque à convaincre les groupes armés rebelles au niveau du Darfour d'arrêter les conflits et de les rejoindre pour qu'on règle le problème à l'amiable. Et ils avaient réussi à secouer le régime de El-Béchir jusqu'à ce que les militaires viennent leur voler leur victoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La logique, eux, ils avaient théorisé, bien avant que Béchir ne tombe, une transition de 3 ans, non pas une transition militaire, mais une transition civile, en disant qu'il faut reconstruire le Soudan, il faut repartir sur de nouvelles bases. Quand les militaires sont arrivés, comme d'habitude, ils ont volé, je dirais, la révolution, et ils ont voulu tout prendre. Ils ont refusé, ils se sont entendus sur un partage du pouvoir. Les militaires d'abord, les civils ensuite. Au moment où les militaires ont terminé leur partie dans la transition, on doit donner le pouvoir aux civils. Les militaires ont catégoriquement refusé et ils ont commencé à s'en prendre à ces civils-là. Ça les a divisés, ça les a dispersés et aujourd'hui, même l'ONU et autres essayent également d'appuyer sur eux pour essayer de les ramener. Mais même au niveau des sociétés civiles, vous en avez qui sont plus proches de ceux du général Burhan et d'autres qui sont plus proches du général Hemeti avec les forces de soutien rapide, ce qui, en ce moment, la posture qu'on attendait de neutralité, de 3e voie, devient une posture un peu plus difficile, alors que pour les 2 généraux, pour le moment, personne parmi eux ne parle véritablement de négociation. Ils sont plus dans une logique d'affrontement militaire, d'élimination de l'autre, de prise de pouvoir, rien d'autre. Et malgré les efforts consentis, mais qu'est-ce qui donc empêche cette voie constituée d'aller jusqu'au bout ou plus loin même dans leur recherche de solutions? C'est que la société civile aujourd'hui ne peut rien faire parce qu'on est dans une situation de guerre. Ce que la société civile faisait sous Béchir, c'est d'organiser des marches, c'est d'organiser des rassemblements. Ils sont allés assaillir le camp militaire, etc. C'est difficile dans ce contexte. Effectivement, on est dans un contexte de guerre. Vous avez 10 millions de populations qui sont déplacées, dont 2 millions à l'extérieur du Soudan. Vous avez des populations dans des tentes, vous avez des populations en situation d'urgence, en situation de détresse. Est-ce qu'on peut dire à ces populations, venez, on va marcher pour la paix au Soudan? Alors que la guerre continue, parce que c'est vrai que ça semble être une guerre oubliée au niveau de la communauté internationale, entre guillemets, mais la guerre continue au Soudan. On en parle moins à cause de ce qui se passe actuellement au niveau de la Palestine, en particulier au Liban, mais la guerre continue au niveau du Soudan. Mais dans ces conditions, des populations civiles ont beaucoup de mal à pouvoir s'organiser. Vous avez des déclarations que les organisations font. Il y a même un problème de leadership entre ces organisations parce qu'il n'y en a pas une seule, il y en a à peu près 4
qui sont déjà sur le terrain en matière de négociation pour un retour à la paix au niveau du Soudan. Mais tous ces éléments font qu'effectivement, il n'est pas facile de trouver une solution. L'autre élément, on ne peut pas faire la paix avec les civils. Ce n'est pas les civils qui font la guerre. Ce sont les militaires. Donc, il ne peut pas y avoir de paix au Soudan sans que les deux généraux acceptent de s'asseoir autour d'une table avec les autres Soudanais pour qu'on puisse trouver une solution. Et ceux qui ont les armes, c'est eux qui refusent de s'asseoir autour d'une table. Et la guerre a fait des dizaines de milliers de morts, entraîné le déplacement de plus de 10 millions de personnes, créé, en tout cas selon les chiffres des Nations Unies, une situation qui crée également la pire crise humanitaire qu'ait connue le pays. Et les États-Unis ont appelé le mois dernier à cesser d'armer les deux généraux. C'est aussi une piste de solution. En fait, ce n'est même pas une piste de solution, c'est la règle de façon générale. Tout le monde sait qu'une guerre a besoin d'être alimentée en termes d'armement. Une façon de diminuer l'intensité d'une guerre, c'est d'empêcher aux belligérants d'avoir des armes. Généralement, les Nations Unies proposent ce qu'on appelle un embargo, qu'on ne vend plus des armes ni à une partie ni à l'autre. Mais les Nations Unies ne vendent pas des armes. Ce sont les pays membres des Nations Unies qui vendent les armes. Et le marché de l'armement, malheureusement, est comme le marché de la drogue. Très, très fructueux comme marché en termes de bénéfices. Et tout le monde connaît les gens, ce qu'on appelle les marchands d'armes. Ce n'est pas nécessairement les pays. Vous avez des individus que vous pouvez contacter pour pouvoir acheter des armes. Ça fait que souvent, même quand on met en place de façon officielle un embargo, mais ça n'empêche pas aux gens de pouvoir acquérir des armes, surtout quand les gens en ont les moyens. Quand les gens ont vu l'attaque des forces armées soudanaises sur Khartoum, tout le monde a vu que les gens ont pris la peine de trouver des armes pour pouvoir faire ces attaques. Quand on a vu la réponse des forces de soutien rapide à un certain moment, quand ils ont été subjugués par les bombardements, tout le monde a vu qu'ils se sont réarmés entre-temps. Et on connaît les couloirs par lesquels tous les deux se sont réarmés. Mais si on veut arrêter une guerre, on ne doit pas l'alimenter en matière d'armement. D'habitude, quand les Nations Unies interviennent, ça en fait partie. Mais comme on le disait tout à l'heure, les Nations Unies vont sanctionner qui ? C'était ça la bonne méthode. Sanctionner ceux qui alimentent ces pays en matière d'armement, mais ils ne le feront pas parce que ces pays qui fabriquent des armes, tout le monde les connaît. Ce ne sont pas nous, Africains, qui les fabriquons de façon générale. Renversé en 2019, le président Omar El-Béchir, visé par 2 mandats d'arrêt de la CPI, n'a jamais été extradé. Il est resté en prison au Soudan. À leur tour, ces généraux, est-ce qu'ils répondront un jour de leurs actes ? Mais espérons qu'ils vont répondre de leurs actes. Moi, franchement, je trouve inadmissible que 2 généraux, pour des intérêts strictement personnels, aient mis le Soudan dans le chaos. 16 000 morts, 10 millions de personnes déplacées, des dégâts qu'on ne peut pas mesurer actuellement, juste parce que tu veux devenir chef. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible, tout simplement. Et il faudrait amener ces gens à rendre compte devant la justice pour que demain, que d'autres ne pensent pas à le faire. Parce que si on finit par des négociations à l'amiable comme on le fait tout le temps et que on se retrouve à dire aux gens, on s'excuse, comme on le dit très facilement, en s'adressant pratiquement à personne, mais la même chose peut se reproduire soit au Soudan, soit se reproduire ailleurs. Mais le rôle d'un général, c'est de mettre en sécurité les populations. Ici, c'est 2 généraux qui mettent en insécurité les populations du Soudan, alors que personne parmi eux n'a aucune garantie montrant qu'il va véritablement s'occuper des problèmes du Soudan, parce qu'ils étaient là avec le général El-Béchir, ils étaient là avec la première période de la transition. On ne les a pas vus faire des choses extraordinaires pour les populations soudanaises pour qu'on croie que la solution va passer par eux. S'il y avait suffisamment de force, et c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui, parce qu'on parle de droit d'ingérence humanitaire. Rappelez-vous, c'est ce qui avait été fait à Kadhafi. On a empêché à Kadhafi d'utiliser son espace aérien. On l'a finalement éliminé sous prétexte de vouloir protéger les populations libyennes. Mais voilà un cas clair de populations qui doivent être protégées, de 2 généraux qui doivent être capturés pour que les Soudanais vivent en paix. Mais si le droit international existe, qu'on l'applique ici. Que les Nations Unies mettent en place une force qui va aller s'occuper de ces 2 généraux et les Soudanais vont reprendre un processus normal pour avoir une vie civile normale et s'occuper du développement de leur pays. Mais on est malheureusement très loin
d'une telle situation. Et parti de Khartoum, le conflit s'est étendu sur d'autres villes. Parfois même les camps de réfugiés sont atteints par des bombardements. C'est une situation sur le terrain qui va de mal en pire. Mais la situation va plus que de mal en pire. Rappelez-vous la dernière négociation qui a été tentée à Genève et qui n'avait pas abouti. La seule chose qui avait pu être obtenue entre les belligérants, c'est qu'on accepte que l'aide humanitaire puisse rentrer, qu'on accepte qu'il y ait des médicaments. Puisque les hôpitaux sont bombardés, les gens ont des difficultés pour trouver de quoi se nourrir, se soigner, n'en parlons pas. Il y a plus de 26 millions de personnes qui font face à l'insécurité alimentaire. Mais tout à fait, il a été extrêmement difficile d'avoir cet accord. Pour deux raisons. Chacun pense que l'autre va en profiter. Donc chacun refuse. La deuxième chose, même les Nations Unies avaient des problèmes parce que quand ils demandent qu'on laisse passer l'aide humanitaire, on demande ce qu'on appelle des couloirs sécurisés. Alors que ça même, c'est un problème parce que souvent, quand on amène l'aide humanitaire, effectivement, une partie ou l'autre partie, voire même les deux, en profitent même pour s'approvisionner parce qu'eux également, ils ont des problèmes d'approvisionnement. Ils vont réclamer 1 ou 2 camions pour pouvoir ravitailler les troupes, ce qui est une façon d'alimenter la guerre, alors que ce n'est pas le rôle de l'aide humanitaire. Donc, pour dire que la situation elle est là, elle est réelle, elle est difficile, mais les deux camps, avec leur position particulièrement radicale, font que même l'intervention humanitaire au niveau du Soudan est devenue quelque chose d'extrêmement difficile pour venir en aide à des populations qui incontestablement sont dans la détresse. Si à l'avenir, l'Afrique venait à avoir le siège permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité, pensez-vous, Mamadou Diouf, que cela aura des impacts significatifs sur les conflits présents sur le continent? Sur les conflits sur le continent, moi je crois plus à la mise en place d'une force africaine qu'aux Nations Unies. Une force conjointe. Une force africaine qu'on doit mettre sur place pour pouvoir permettre de remettre de l'ordre dans les pays. Parce que ça en est de trop actuellement. Ça a été théorisé, on n'est pas allé très loin dans cette affaire, parce qu'à un certain moment, il y a eu beaucoup de discussions sur cette affaire-là. Ce n'est pas allé malheureusement très très loin, mais moi je crois plus à cela. Parce que quand on retourne aux Nations Unies, ce qui se passe, quand vous regardez une bonne partie des pays qui sont dans les Nations Unies, l'Afrique les intéresse comme un espace à exploiter. Nos problèmes ne les intéressent pas. C'est l'Union africaine ici qui doit plus mais bien sûr, c'est l'Union africaine qui doit se mettre au devant. Parce que pendant qu'il y a la guerre au Soudan, mais des deux côtés, on continue à exploiter les ressources du Soudan. Et vous avez des puissances qui continuent à profiter de ces ressources du Soudan qui sont en train d'être exploitées pendant la guerre. C'était la même chose en Centrafrique. Il y a des gens qui continuent l'exploitation pendant que les populations sont en train de souffrir. Mais c'est pourquoi c'est à nous de mettre l'Afrique au devant, au niveau de la scène internationale, et de prendre les initiatives. Parce que si c'est les Nations Unies ont des guerres à qui, j'allais dire, ils accordent une importance particulière, et d'autres guerres à qui on n'accorde presque pas d'importance. Regardez comment le conflit au Liban, en Palestine, est traité par rapport à ce conflit. On a empêché à l'Iran de bombarder Israël en protégeant Israël. Mais pourquoi on ne peut pas le faire pour protéger également les populations soudanaises? Alors que ce principe existe, les Nations Unies doivent pouvoir envoyer des forces pour protéger les populations. Ça fait partie du rôle des Nations Unies. Ce n'est pas seulement l'interposition où on se met entre deux camps, mais toutes ces choses n'ont pas été faites, alors qu'aujourd'hui, le Soudan a besoin des deux. Une force d'interposition pour créer une sorte de ligne tampon pour arrêter les affrontements, mais une force pour protéger les populations civiles et une force avec un mandat pour combattre ceux qui seraient tentés de s'en prendre aux populations civiles parce qu'il y a déjà trop d'exactions par rapport à ces populations. Mais on n'en discute pratiquement pas. On en parle dans les couloirs, il y a des initiatives de ceci, il y a des initiatives de cela. Bon, l'autre difficulté, l'IGAD, qui est l'organisation régionale, malheureusement, même si la CEDEAO a des difficultés, l'IGAD a encore plus de difficultés que la CEDEAO. C'est pourquoi on a l'impression que ce conflit est un peu oublié aussi par les Africains, ce que je trouve vraiment très regrettable. La communauté internationale joue-t-elle dans ces situations parfois la carte de priorité ou de proximité? C'est la carte d'intérêt. Pour moi, c'est la carte d'intérêt et la carte du rapport de force qui est jouée. Ce que j'appelle la carte d'intérêt, quel est l'intérêt aujourd'hui des 5 pays membres des Nations Unies avec droit de vote sur le Soudan? Quand on prend à l'échelle géopolitique, le Soudan, par rapport à l'Ukraine, par rapport au Liban, par rapport à la Palestine, où se trouve plus leur centre d'intérêt?
écoutez leurs déclarations durant toute cette période et vous voyez combien d'entre eux ont fait des déclarations sur le Soudan. Pourtant, on les entend sur l'Ukraine. On reçoit le président ukrainien, on les entend sur le Liban, on les entend sur la guerre Israël-Palestine. Mais sur le Soudan, bon, dans un discours, on peut juste le mentionner pour rappeler qu'il y a guerre là-bas, mais on ne voit pas d'action concrète sur aucun plan de discussion, un travail sérieux allant dans le sens de pouvoir trouver une solution à ce problème. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une question d'intérêt. Là où ils ont des intérêts en jeu, là, effectivement, vous les voyez s'investir et malheureusement même, ils le font de façon partisane. De sorte que, quand après ils veulent devenir des médiateurs, ça pose problème et ça fait partie des difficultés au Soudan. C'est l'Arabie Saoudite, c'est les États-Unis, c'est l'Égypte, alors que tous ces trois pays, chacun est partisan puisque chacun se trouve dans un camp. L'Égypte dernièrement accusé d'avoir mené des frappes aériennes. Oui, sur le sol soudanais. Ils ont été accusés. Tout le monde sait que le pouvoir égyptien est plutôt proche des forces armées du Soudan, du général Burhan. Ça, c'est du connu depuis fort longtemps. Donc, il n'y a pas de surprise sur ce plan-là. Mais c'est ça la difficulté. Quand l'Égypte veut faire maintenant la médiation, ceux qui ont été bombardés vont dire quoi de cette médiation? Quand les États-Unis et l'Arabie Saoudite font une médiation, alors qu'on sait de quel bord ils sont. Quand la Russie veut prendre une initiative, on sait de quel bord se trouve la Russie. Vous voyez que les Émirats arabes unis, même chose. Ça pose encore ce problème. Quand on veut faire de la médiation, tout le monde connaît les règles en matière de médiation. Il faut que le médiateur lui-même puisse jouir d'une certaine crédibilité, d'une certaine confiance de la part des parties belligérantes. C'est un des critères pour pouvoir réussir une médiation. Ici, tous ceux qui font la médiation sont en même temps parties et juges. Ce qui fait que, jusqu'à présent, les médiations ont du mal à aboutir, sans compter que, bon, chacun des deux généraux pose ses conditions. Le FSR demande à ce qu'on les reconnaisse. Les forces de défense du Soudan disent qu'on ne peut pas reconnaître ces gens-là. C'est des criminels, c'est des terroristes. Eux, ils ne reconnaissent pas le général Burhan comme étant celui qui dirige le pays, etc. Quand on en est là, même quand vous appelez les gens, vous avez des problèmes parce que comment on va les appeler même sur la table, ça va poser un problème. Et face à l'inaction de la communauté internationale, vous estimez qu'il revient aux Africains de trouver une solution? Mais tout à fait. Pour moi, en fait, c'est tout l'intérêt de cette représentation de l'Union africaine au niveau des Nations Unies. Pour que, quand on ne porte pas aux Nations Unies les problèmes de l'Afrique, que les Africains eux-mêmes portent ces problèmes. Mais qu'est-ce qu'on nous fera? Droit de veto ou pas droit de veto? Pour moi, ça ne suffira pas. Il faut des gens qui portent ce projet Afrique, des gens qui y croient, parce que ça fait partie de ce qui manque. Il nous manque des gens comme Mandela. Vous voyez comment Mandela prenait des positions, pas seulement sur les questions africaines, mais également sur les questions internationales. Ça faisait une voix de l'Afrique qui était écoutée et qui était respectée. Aujourd'hui, c'est cette voie-là qui manque. Cette proposition au niveau du Conseil de sécurité pourrait jouer ce rôle pour obliger le Conseil de sécurité à ne pas regarder l'Afrique comme un espace de problème, mais à prendre en compte ce qui se passe sur le continent africain, à condition que ses représentants puissent avoir une voix qui ressemble à la voix de Mandela. Y a-t-il espoir qu'on y trouve une issue à cette guerre? Mais il faut nécessairement trouver une issue. Et il y a espoir parce que s'il y a négociation, on peut trouver une solution. Mais tant qu'on reste dans cette logique militaire où chacun croit pouvoir écraser l'autre, il va être extrêmement difficile de trouver une solution. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.